Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Ici, on va parler de Honeywell International. Ici, donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, déjà, ici, c'est une compagnie de qualité qui exerce depuis plusieurs années et qui se définit comme étant un conglomérat industriel. Donc, en nous, ici, on essaie de savoir c'est quoi un conglomérat industriel. C'est simple, qu'on va dans une entreprise. C'est une entreprise qui exerce dans plusieurs secteurs d'activité, mais dans le domaine industriel. C'est ce qui se définit simplement comme un conglomérat. Ils sont partout comme Industrial Software, Aerospace, Building City, Chemical Activity, Healthcare, Pharma. Donc, Industrial Manufacturing, Retail, Safety, ils sont partout. Même dans le secteur de retail, quand je clique sur le retail, ils sont où? Donc, ils vous disent ici qu'on a peut-être des softwares ici qui vous permettent ici de checker vos différents achats. Donc, ils font à peu près tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, il faut bien rentrer dans les rapports financiers de l'entreprise pour aller regarder dans le secteur, dans le segment business pour voir exactement qu'est-ce qu'elle fait réellement. Donc, on va essayer d'analyser l'entreprise ici aujourd'hui. Donc, vu que j'utilise l'outil FastGraft ici, je vais essayer de le faire avec une façon tout à fait différente ici, en recherchant premièrement la dette nette par action. D'accord? Vous savez que généralement, la plupart du temps, j'utilise le revenu net, le PR moyen, le free cash flow moyen, ou bien le nombre d'actions moyen, ainsi que le dividende, pour savoir si le dividende est de qualité ou pas. Donc ici, en passant autrement, on essaie de voir. Premièrement, quand on constate ici, nous sommes au niveau des free cash flow. Vous voyez ici que les free cash flow ont tendance à être stables et croissants dans le temps. C'est sûr qu'il y a des zigzags. Aucun business ne va tout droit. D'accord? Donc ici, ça peut être dû à une période ici assez compliquée. Là, ça peut être dû à une période également assez compliquée. Ça peut également être dû au fait que l'entreprise fait des scissions, des cessions ou des acquisitions. Il faut aller regarder cela. Parce que les chiffres vous donnent 50% du message, mais quand vous regardez les rapports financiers, ça vous donne l'autre 50% manquant pour pouvoir à peu près avoir une idée générale de ce que fait la compagnie et savoir si on peut investir de manière certaine dans à long terme. Donc, c'est ici une entreprise qui paie un dividende à peu près aux alentours de 2,18%. En date d'aujourd'hui, par rapport au free cash flow, donc nous avons un free cash flow yield en prenant en considération également les prévisions de 4,21%. C'est-à-dire que si vous distribuez la totalité des free cash flow prévisionnels en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 4,21%. Ça ne prend pas en considération la dette. OK? Donc, nous ici, vous savez qu'on va aller regarder la dette nette ici aujourd'hui. Nous sommes à combien? Donc ici, quand je vais au niveau de la dette nette ici, par rapport au quarterly, donc le dernier trimestre ici, je vois que nous avons à peu près 15,40 $ par action en termes de dette nette. Donc je prends ici dette nette 15,40 $ par action. Donc 15,4. C'est important, pourquoi? Parce que j'enlève toujours la dette nette du PER. Ça ne sert à rien de calculer le PER sans prendre en considération la dette. Parce que le PER peut vous donner une information tout à fait erronée, alors que ce n'est pas l'argent qui va rentrer c'est pas l'argent qui va rentrer dans vos poches parce qu'on doit rembourser la dette avant tout. Donc, ici, dette nette 40 $. OK? Au niveau de le revenu en lui-même, vu que le revenu, premièrement, c'est la première chose qu'on regarde, pour ensuite, à partir de ce revenu sont dérivés les free cash flow, etc. Donc, nous essayons de déterminer si le revenu est stable et croissant. Vous voyez ici que nous avons des revenus à peu près stables. Vous voyez des zigzags pareils, c'est une entreprise qui croît par acquisition. Pourquoi? Parce que quand on va arriver au niveau de acquisition ici, vous allez voir une chose. Vous allez voir que nous sommes à peu près à chaque année où il y a des zigzags, vous voyez des grosses variations comme ça. Regardez. Nous avons ici une grosse variation, nous avons ici une grosse variation, nous avons à peu près ici une certaine grosse variation. Donc, ce sont des grosses acquisitions qui font à ce que le revenu augmente. Donc, c'est une entreprise qui fait des croissances essentiellement par acquisition. OK? Donc, c'est bien de faire la croissance par acquisition, mais est-ce que ça vous permet de maintenir au moins les marges stables? Donc, nous avons les marges de bout stables. Après ça, je vais regarder les marges EBITDA. Est-ce qu'elles sont stables à peu près? Parce que je n'ai pas envie d'investir dans une compagnie qui a des marges en zigzag. Si elle a des marges en zigzag, ce n'est même pas un problème. Mais je dois m'ajuster en conséquence au niveau des multiples ainsi qu'au niveau des volumes. Donc, ici, nous avons des marges à peu près stables dans le temps, mais depuis au moins 2011, nous avons des marges croissantes. Donc, elle a de plus en plus de pricing power. OK? Donc, quand moi j'essaye de faire mon analyse ici aujourd'hui, je vais me baser par rapport à ce que disent les analystes. Les analystes pensent ceci. Alors, quand je regarde ici, déjà, les analystes pensent que à partir des free cash flow, on aura à peu près en 2024 9,94 $ estimés par rapport au free cash flow. C'est bien de savoir ce que les analystes pensent, mais il faut également voir est-ce que ces analystes ont la plupart du temps raison. Donc, quand c'est jeune, ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur d'à peu près 20% sur les deux dernières années. C'est-à-dire que si les analystes ont tort sur un pourcentage à peu près inférieur à 20%,
on mettra du jaune. S'ils ont tort, c'est un pourcentage supérieur à 20%, on mettra du rouge. Donc, c'est-à-dire que quand on dit le jaune, c'est entre moins 20 et plus autre chose. D'accord? Donc, si c'est vert, tant que ce n'est pas en dessous de moins 20, c'est correct. Donc, ici, on peut se dire que les analystes ont parfois raison. Dans le sens où, en 2021, ils pensent qu'on aura à peu près des revenus à peu près de 9,68 $ par action. En termes de free cash flow, on a plutôt eu aux alentours de 8,18 $ par action. Ça va, on est 15% de différence, mais on est dans la moyenne. Donc, quand j'essaie d'estimer la valeur de l'entreprise, si je dois prendre en considération que ça pourrait ne pas être ça. OK? Ça reste une estimation. C'est pour ça qu'on prend en considération la marge de sécurité et qu'on n'achète pas une entreprise à sa juste valeur estimée. Donc, quand j'arrive ici au niveau du fast graph, je vous ai dit ici que j'ai pris le bénéfice par action, il est de 15,40 $ par action. OK. Donc, ça, c'est une entreprise qui peut s'échanger facilement. Vous voyez ici que le marché, généralement, paye 18,29 fois les bénéfices pour cette entreprise par rapport au free cash flow depuis au moins 2017. OK? Donc, sur les 5 dernières années, le marché paye 24,88 fois. Donc, ça veut dire que le marché est de plus en plus optimiste. OK? On a une croissance ici des free cash flow de 2,97% à peu près pour les 5 dernières années. Pour les 10 dernières années, on a une croissance de 7,77% et depuis au moins 2006 par là, on a à peu près une croissance de 7,18%. OK. Je prends toujours ici en considération sans croissance, je prends ici en prenant en considération la vie des analystes. OK? Donc, quand je viens ici, ce n'est pas une entreprise qui va s'échanger à moins de 20 fois les bénéfices. Il faut qu'on soit sérieux. OK? Donc, ici, je vais faire simple. Je vais mettre custom ici par rapport à ce que pensent les analystes, OK, l'estimation des analystes, et je vais mettre ici au niveau du PER moyen, je vais mettre 20 fois les bénéfices. Le PER est à 15 ici de manière moyenne parce que ça prend en considération la moyenne du marché. OK? Moi, ici, je ne prends pas en considération la moyenne du marché, je prends en considération la moyenne de l'entreprise, mais en prenant en considération qu'on enlève la dette. Donc, quand je prends un PER de 20 ici, je l'applique. Donc, ça prend un certain temps ici, donc je vais juste faire refresh, juste pour que ça nous ramène ici à la même page. Donc, une fois que je prends un PER de 20, je vais enlever la dette nette qui est de 15 $ par action ici. Donc, je prends le PER de 20 ici. Voilà. Donc, on met 20, on apply, OK, ça change, et on met les estimés par rapport à ce que les analystes pensent. Parce que je me considère ici comme quelqu'un qui n'a pas encore lu les rapports financiers, alors je dois me fier à quelqu'un qui fait au moins ça comme travail. Donc, les analystes sont là pour ça, OK? Ils ne sont pas là pour avoir parfaitement raison. Ils sont là pour vous donner une idée générale de ce que l'entreprise pourrait rapporter dans le futur. Ce n'est pas pour avoir précisément raison. Donc, le fait de dire que les analystes ont tort ou machin, non. Il faut lire les rapports financiers des analystes. Si vous n'avez pas le rapport financier des analystes, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qu'ils ont pris en considération pour les différentes prévisions. Donc ici, quand moi je prends en considération ce que pensent les analystes ici aujourd'hui, c'est tout en sachant déjà qu'ils ont parfois tort, mais la marge d'erreur est de 20%. Sur les 10 dernières années, ils ont sur une marge d'erreur de 20%. On est correct, OK? Mais c'est également en prenant en considération que ça reste juste une indication parce qu'à la fin de la journée, je vais faire mes propres devoirs avant d'y investir. Donc ici, on constate ici, d'ici 2022, les analystes pensent que le bénéfice net par action sera de 7,10 $. À partir de 2023, on va remonter un tout petit peu. Donc, les derniers analystes ici, à partir de 2024. Donc, d'ici 2024, on aura à peu près une valorisation à 20 fois les bénéfices de 198,83 $ par action. Ici, quand on prend ceci, voilà, ça vous donne 198,83. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit acheter à 198,83? Je dirais que non. Ça veut dire ceci. On prend 198,83, donc 198,83 moins la dette nette. Très important. La dette nette ici qui est de combien? 15,40 $. Moins ici 15,40 $. Ça vous donne ici au total 183,43 $. Donc, l'entreprise ici, price à combien? On est à 180,03 $. Est-ce que ça veut dire que je vais l'acheter au prix actuel? Je dirais que non. Donc, moi, ici, la valeur estimée par rapport à l'entreprise, d'ici 2024 est de 183 $ par action. Si on veut essayer d'aller loin, tout en prenant en considération ce que pensent les analystes, ainsi que à peu près la croissance moyenne qu'on a eu l'habitude d'avoir. OK? Je vais faire simple. Je prends Estimate ici. Je mets ça là. On va mettre ça ici à 20 fois les bénéfices. Est-ce que ça va changer? Voilà. Bon, ça ne change pas. Mais c'est pas grave. On va faire un refresh ici. Donc, refresh, 20 fois les bénéfices. Après, on va aller regarder l'estimé des analystes ici. Donc, 20 fois les bénéfices. On fait 20 fois ici. 2, 0. On apply. OK. Maintenant, l'estimé des analystes.
OK. Donc, à partir d'ici, on a les dernières analyses. Ils sont 5 ici à estimer l'entreprise jusqu'en 2024. À partir de là, on n'a plus personne. Ici, on a plutôt une moyenne dépendamment de la croissance des revenus sur une longue période de temps. Donc, si on prend cette croissance des revenus sur une longue période de temps d'ici 2029, on aura à peu près une croissance de 9% en moyenne, c'est-à-dire que d'ici 2029, si l'entreprise se vend à 20 fois les bénéfices ici, ça sera à peu près 257,49 $ par action. Si on prend 257,49, donc 257,49 moins 15,40 $, d'accord, ça donne ici une valorisation aux alentours de 242 $ à l'action. OK? L'entreprise ici aujourd'hui cote à 180 $ à l'action. Est-ce que ça veut dire qu'on achète au prix actuel? Je vous dirais que non. D'accord? Moi, je vous dirais toujours une chose. Il faut toujours garder une marge de sécurité énorme. Ici, la marge de sécurité n'est que, voilà, le potentiel n'est que de 34% ici. Il n'y a rien de, c'est pas exceptionnel. Donc, moi, personnellement, c'est une entreprise que j'aimerais acheter aux alentours des 121 $ à l'action de préférence. OK? Mais à partir de à peu près 151 $ à l'action, je pourrais commencer à m'intéresser à cette compagnie-ci. Mais ici, ce n'est pas juste un jeu de chiffres. D'accord? Parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Il faut lire les rapports financiers. Pourquoi est-ce que le management pense qu'on aura au moins les revenus des free cash flow stables en date d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le management pense qu'on aura au moins une croissance des free cash flow dans les 5 années à venir? Ce sont des questions que vous devez vous poser, hormis le fait de savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Mais en date d'aujourd'hui, au prix actuel, moi je dirais Honeywell, voilà, le prix n'est pas mauvais. C'est peut-être une opportunité d'investissement, mais elle n'est pas waouh. Mais en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas en achetant l'entreprise à 180 $ l'action. Est-ce que ça veut dire que je vais l'acheter au prix actuel? Je dirais que non, pas du tout. De préférence, avant de la regarder, j'aimerais qu'elle m'offre une opportunité d'investissement sans croissance, donc aux alentours de, voilà, donc aux alentours de 106 $ l'action, on va se dire 128 $ l'action, ça pourrait aller. Donc, je reste sur la moyenne de ce que j'avais dit tantôt. Premier niveau, 151, d'accord? Deuxième niveau, 121. D'accord? Donc, si elle n'est pas à ce niveau, tant que l'entreprise n'est pas à ce niveau-là, elle ne m'intéresse pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à faire mes recherches sur la compagnie. C'est une excellente compagnie qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. D'accord? Si vous arrivez à l'avoir à un bon prix, tant mieux. Maintenant, on parle du dividende. Nous avons ici une entreprise qui distribue un dividende de 2,18%. Elle a un yield ici en termes de free cash flow de 4,21%. C'est-à-dire qu'en prenant en considération les estimations futures, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, votre rendement ne sera pas supérieur à 4,21%. Donc je dirais que elle peut payer ses free cash flow, elle peut payer son dividende, mais on ne s'attend pas à avoir un rendement supérieur à 4,21%. Idéalement, quand on veut prendre position sur une entreprise, on veut au moins un rendement aux alentours de 7% avant de s'y intéresser, de préférence même 10%. Donc, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Honeywell, c'est une entreprise extraordinaire qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Mais attention, faites vos propres recherches. D'accord? Parce que ici, c'est juste pour susciter l'intérêt et rien d'autre. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.